Très bien. Mon clap, mon public. Ah, d'accord, donc moi, il faut que je lève. Ok. Super. Bon, bonjour Frédéric, bonjour à Bonjour. tous. Je me présente parce que c'est la première fois que vous me voyez à l'écran. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bianca Rotherford et je viens d'intégrer l'APM au sein de l'équipe développement de l'expertise. Donc, bienvenue Frédéric, merci d'être là pour cette librairie, ma première. Donc, merci pour ta confiance. En tout cas, je suis ravie de t'avoir ici pour pouvoir discuter de ton livre. J'ai bien compris que ça, toi, à différence de moi, ça fait très longtemps que tu es à l'APM. Tu fais Un petit partie, peu, oui. voilà, tu fais partie des experts incontournables. Corrige-moi si je me trompe, ça fait 22 ans que tu es à l'APM. J'ai les cheveux blancs depuis, Ah oui. ben voilà, c'est pour ça. Justement, je me demandais si c'était l'APM. Très bien. Et tu as fait déjà 124 rencontres. Oh, je crois 170, je crois, mais Pardon, c'est pas très non, grave. 524 rencontres. Ah bon? 524, ce que j'ai sur les compteurs de la plateforme à vérifier. Et il y en a plein à venir, 34 à ma connaissance. Donc, tout va bien, on va dire. Donc, voilà, j'ai vu que tu as proposé plusieurs expertises Mhm. au sein de l'APM pour les rencontres du club autour de tes thématiques de recherche principales. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais faire une petite présentation pour montrer qui tu es. Donc, Frédéric Fréry, tu es enseignant-chercheur dans les domaines de la stratégie d'entreprise, du management et de l'innovation. Tu es professeur à l'ESCP Business School et à Central Soup. Tu as été aussi professeur invité à l'Université de Stanford et à l'Université de Texas à Austin. Voilà. Et ça, c'est le sigle de l'université. Ce sont Ah, des je savais cornes, pas. Très voilà. bien. C'est des cornes de vache, en fait. C'est des cornes de vache. Voilà. Ok, j'apprends un truc. Voilà. Donc, tu es un écrivain très prolifique. Tu as écrit ou participé à plusieurs dizaines d'ouvrages, donc, dont les manuels stratégiques. Et à ce que j'ai compris, ces manuels sur les stratégies et les plus vendus dans le monde francophone. Oui, mais ça compte pas parce que les étudiants sont obligés de l'acheter. Donc. Ah, d'accord. Ok, oui, j'ai Mais compris. c'est quand même le plus vendu. On en a vendu Voilà, plus de mais, 100 000. voilà. Plus de En 100 sachant 000, qu'il y en a des autres qui font la même chose avec leurs étudiants, tu as réussi à bien marketer ton produit, donc c'est parfait. Et bon, et donc, stratégique, et après l'ouvrage qu'on va présenter tout à l'heure. Et tu interviens régulièrement aussi dans des médias économiques et également des chroniqueurs pour la plateforme Serfi. Donc voilà, c'était un petit peu ta présentation. Et là, on va passer à présenter l'ouvrage que tu viens nous présenter aujourd'hui. Il s'appelle «100 idées impertinentes pour mieux manager». Et je tiens à signaler, voilà, bravo, merci de l'avoir, comme je t'expliquais tout à l'heure, je l'explique Voilà. aussi à nos adhérents. Malheureusement, on a bien reçu l'ouvrage de Frédéric à l'APM, mais il est tellement intéressant qu'il a vite disparu. Donc, on a passé la journée à essayer de le trouver et on n'a pas réussi à le trouver. Donc, c'est lui qui a volé les livres de Frédéric Ferry au lot des retours à l'APM, s'il vous plaît. C'est important. Donc voilà, je tiens à signaler à propos de ton livre quelque chose d'important. Il s'agit du premier ouvrage original en français publié par la Harvard Business Review dans ses collections spéciales, ce que j'ai compris. Donc voilà, et pour la réalisation de ces livres duquel tu vas nous parler tout de suite, tu es parti aussi des vidéos que tu as réalisées pour la plateforme Serfi où tu es chroniqueur autour de tes domaines d'expertise qu'on a dit tout à l'heure, innovation, stratégie et management. Donc, bon, je te laisse présenter rapidement ton livre pour qu'on sache un peu plus de quoi il parle. Oui, ben, je te remercie beaucoup. Donc effectivement, c'est un livre en fait qui est construit au départ sur les textes de certaines des vidéos que j'ai pu enregistrer pour Xerfi depuis maintenant 3 ou 4 ans. Et avec l'Harvard Business Review, donc on a isolé 100 de ces textes qui ont été retravaillés, bien sûr, et qui ont été répartis en 6 grands thèmes. En fait, il y a une partie sur le management, il y en a une sur l'innovation, il y en a une sur l'organisation, une sur la stratégie, une sur la concurrence et une sur la performance. Alors, au départ, ce sont des vidéos qui durent 3 minutes, donc c'est des petits textes, hein, en fait, ça fait une double page.
Et l'idée, le principe du livre, c'est qu'on peut piocher un petit peu comme on veut, on peut s'arrêter quand on veut, on peut reprendre ailleurs, c'est pas très très grave, pour pouvoir avoir, je l'espère, à chaque fois sur une double page, une idée un peu originale. L'ambition du livre, en fait, c'est idée impertinente. Alors pourquoi impertinente? L'idée, c'est de prendre des choses qui sont un petit peu des idées reçues dans le management et de prendre un peu le contre-pied de ça. Alors pas forcément pour dire que les idées reçues sont fausses, mais que l'inverse peut parfois aussi être vrai. Voilà, c'est-à-dire que la structure, en fait, toujours un petit peu, c'est vous avez certainement entendu que ceci, vous croyez que cela. En fait, regardez, l'inverse peut aussi vous apprendre quelque chose. Et voilà un certain nombre d'exemples qui montrent que mettre en doute cette idée-là, ça peut être intéressant pour être un meilleur manager. Super. Tu as répondu aux questions que je voulais te poser à propos de ces titres qui, moi, personnellement, m'a beaucoup appelé l'attention en le lisant. L'effet d'avoir utilisé les mots impertinence. Et ça m'a fait penser à la dernière librairie qu'on a eue, que Romain il a reçu Maximilien Brabec. Pour parler de l'innovation et son ouvrage qui est sorti aussi récemment. Et pendant cette librairie, il fait une citation à propos de l'impertinence. Il dit, c'est une citation d'Einstein, il dit « Si une idée n'est pas impertinente, c'est peine perdue ». Donc là, tu arrives juste après pour nous présenter 100 idées impertinentes. Ça fait très peu de peine perdue dans ce cas-là. Non, je connais bien Maximilien, hein, c'est un collègue, on a travaillé ensemble, on a même animé ensemble, on a même développé, je crois, un kit tous experts pour la PM ensemble sur la stratégie, donc on se connaît bien. Et oui, moi je suis professeur, donc mon métier c'est de regarder en fait les choses telles qu'elles sont enseignées en général, telles qu'elles sont appliquées en général. Mais bon, se contenter de répéter ce qui est enseigné en général, c'est pas très intéressant, notamment pour des adhérents APM. Et donc, le principe, une nouvelle fois, c'est de prendre un peu le contre-pied, c'est un peu de contester des idées reçues de manière à réfléchir un petit peu au-delà des certitudes et des idées reçues. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait pas mal de convergences dans vos idées, avec une vision différente de la manière de l'exposer, un angle différent, mais que vous étiez toutes les deux dans cette vision de l'innovation, de remettre en question, et c'est ça qui est très, très intéressant. On voit effectivement ton côté chercheur, dans cette envie d'aller questionner, aller à la racine du mal, et pas tracer les schémas qui sont déjà pré-tracés, non? Vouloir questionner effectivement toutes ces idées reçues, toutes ces formules autour du management qui deviennent des mythes. Oui, bien sûr. D'une certaine manière. Donc, on peut dire que ton livre vient un peu démystifier d'une certaine manière. C'est très juste ce que tu dis là. Moi, en tant que professeur, hein, la grande différence entre le mythe et la science, c'est que le mythe, ça ne se conteste pas. Voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. La science, par définition, ça se conteste. Hein. La définition même d'une idée scientifique, c'est une idée qui est contestable, qui est opposable. Une idée qui n'est pas opposable, qui n'est pas contestable, elle ne peut pas être scientifique. Parce que la science, ça évolue tout le temps et ça évolue en contredisant ce qu'on a dit avant. Donc, oui, je crois que la connaissance, elle évolue par la contestation et l'impertinence. C'est tout à fait exact. C'est parfait. Je sais justement comment, à l'APM, justement, ce qu'on essaye aussi de mettre en place, comme tu le sais très bien, mieux que moi, parce que ça fait plus longtemps que tu es dedans. Voilà, c'est une école de questionnement. On cherche vraiment à interroger, à ouvrir les horizons pour mieux comprendre certaines choses. Et puis, moi, personnellement, je trouve très, très important d'avoir des gens comme toi et des profils comme les tiens qui viennent questionner et démystifier tous ces mythes, toutes ces recettes, comme tu peux dire aussi, qu'on pense être, qu'on ne questionne plus tellement, sont devenues des règles généralisées pour tous, d'une certaine manière. Donc ça, c'est parfait. Je veux effectivement que ton ouvrage est bien questionner tous ces mythes autour du management, ces théories, aussi des concepts qu'il peut avoir autour de tout ça. Et que tu as aussi conçu une rencontre APM aussi sur les sujets. Tu m'avais signalé ça. Oui, alors ça, c'est un scoop, hein, parce qu'elle n'est pas encore sur la plateforme, mais il y a un club qui m'a demandé, en fait, parce que l'animateur avait lu le livre, en fait, et donc ils m'ont demandé de concevoir exprès une rencontre APM à partir d'un extrait de certaines des idées, en fait. Et ça a tellement bien marché que je pense que je vais le mettre sur la plateforme, en fait. Donc là, voilà. On révèle qu'il y aura une quatrième expertise, j'en ai trois pour l'instant, moi, une sur l'innovation, une sur la stratégie et une sur l'ubérisation et les plateformes. Exactement. Et je vais très certainement rajouter cette quatrième qui seront les idées impertinentes pour être meilleur manager. Alors, il ne s'agira pas d'avoir les 100 idées quand même, hein, parce que je crois qu'une des règles de l'APM, c'est une rencontre, une idée.
Donc, ça ferait 100 rencontres, ce serait peut-être un peu beaucoup. Mais d'en faire un petit extrait, je ne sais pas, une dizaine, histoire de passer suffisamment de temps ensemble pour contester des idées reçues et essayer d'aller au-delà des certitudes et des mythes habituels. C'est super. Écoute, et parlant justement pour donner un avant-goût de tous Oui, il faut ces... peut-être donner quelques exemples, tu as Voilà, raison. je pense que c'est intéressant parce qu'effectivement, ton livre, ce qu'il y a de bon, c'est que c'est un manuel très pratique. On peut un peu le lire dans l'ordre qu'on souhaite et c'est formulé avec beaucoup d'humour et en même temps, voilà, il cherche vraiment à piquer les gens un petit peu dans ces idées qu'on s'est fait et qu'on pense qui sont comme ça, qu'on ne questionne pas. Donc, c'est parfait. Et donc, moi, j'ai pu aller voir effectivement plusieurs de tes idées ou tout questions et qui, moi, personnellement, m'ont interpellée et que je voulais discuter avec toi et puis pouvoir effectivement donner cet avant-goût un peu de ce que tu proposes dans les cadres de ces livres. Là, par exemple, j'ai vu que tu questionnes ce qui concerne, on va dire, l'entreprise du futur, tous les bienfaits de l'entreprise du futur qui vont en espèce de hiérarchie plate, où les managers n'auraient pas tellement des places, on place plutôt des facilitateurs plutôt que des dirigeants. Et voilà, et tu questionnes cette idée qui est de plus en plus répandue, qui est pas mal contagiée aussi par l'arrivée du numérique, la désintermédiation, et tu parles très bien également dans ton expertise à propos de l'ubérisation, de tout ce qui amène l'ubérisation, donc c'est un petit peu en lien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la Oui, question de la l'idée, en fait, c'est qu'il y a un très long passé d'entreprise du futur. Ça veut dire qu'il y a très longtemps, qu'il y a des gens qui parlent de cette entreprise plate, où il n'y a pas de hiérarchie, où tout est collaboratif, où il n'y a pas de bureaucratie, etc. Moi, depuis que j'ai débuté ma carrière de professeur, dans les années 1990, on n'arrête pas de l'annoncer. Et quand j'ai regardé dans des ouvrages un peu plus historiques, il y a des gens qui l'annonçaient déjà dans les années 60, dans les années 50, dans les années 30. On peut même remonter jusqu'aux années 1850, en fait, où il y avait déjà des gens qui parlaient de ça, parce que déjà à l'époque, les entreprises, ce n'était pas forcément toujours la joie. Et donc, on pensait qu'il y aurait une entreprise qui serait celle qu'on décrit aujourd'hui, en fait. Quand on voit parler d'entreprises libérées, d'entreprises opales, d'holacratie, enfin, toutes ces choses-là, en fait, ce sont des mots souvent un peu nouveaux pour des choses qu'on espère depuis très, très longtemps. Et moi, ce que je fais simplement, c'est constater que ça fait très, très longtemps qu'on en parle et on ne la voit toujours pas. C'est-à-dire que les quelques exemples que l'on donne, c'est toujours un peu les mêmes, très honnêtement, ceux qui sont médiatisés. Quelquefois, d'ailleurs, leur aura médiatique dépasse un tout petit peu leur réalité concrète. Et puis, ça reste cantonné à quelques petits cas particuliers. La raison profonde de tout ça, c'est peut-être que finalement, avoir une structure avec une certaine hiérarchie, une certaine organisation, voire une certaine forme de bureaucratie, parfois, ça aide à fonctionner. Et que pas avoir de hiérarchie, pas avoir de bureaucratie et pas avoir de structure, ça peut aussi vouloir dire quelquefois le chaos. Pas toujours, mais parfois. Et donc, une vision en quelque sorte anarchiste de la collaboration, c'est très bien, ça fait rêver beaucoup de gens et ça peut permettre de régler un certain nombre de problèmes. Ça peut aussi en poser d'autres. Et donc, il y a beaucoup de réflexions en fait, qui montrent que ça peut être une bonne chose, mais qu'il faut faire attention aussi. Et que ce n'est pas donc forcément l'entreprise du futur. En tout cas, c'est une possibilité d'entreprise qui n'a pas nécessairement vocation à être généralisée. Effectivement. Non, moi, je trouve que c'était très intéressant, cette réflexion que tu faisais à propos des ça, parce qu'on en parle de plus en plus et on voit ça de manière très idéalisée et par ce problème de ne pas questionner suffisamment certains éléments. Donc, c'est très intéressant que tu les ramènes un petit peu au devant de la scène pour pouvoir les réfléchir autrement. Et ça me fait revenir aussi au rôle du manager, chose que tu abordes très bien dans ton livre. Et il y avait aussi une phrase que tu dis, c'est à propos du rôle de manager, comment c'est à lui de s'assurer qu'un collectif devienne une intelligence collective Oui. plutôt qu'une stupidité de la foule. Donc, Oui. voilà, j'ai trouvé ça très bien. Donc, effectivement, voilà, je te laisse développer un petit peu ta Oui, vision. en fait, le management, ça se définit comment fondamentalement? Le management, c'est la conduite de l'action collective. Il s'agit de conduire un collectif. C'est ça le management, c'est pas autre chose. Et le problème, c'est qu'il y a un gros paradoxe du collectif. C'est-à-dire que, comme tu l'as très bien dit, d'un côté, aucun d'entre nous n'est plus intelligent que nous tous. Aucun d'entre nous n'aurait pu tout seul faire un iPhone, un vaccin ARN recombiné ou le système bancaire. Pour ça, il faut être un collectif, parfois un collectif de centaines, voire de millions de personnes, centaines de milliers, pardon, de millions de personnes. Donc, aucun d'entre nous n'est plus intelligent que nous tous, ça c'est incontestable. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un autre élément dans le paradoxe du collectif, c'est que tu l'as dit aussi,
L'intelligence d'une foule, c'est le QI le plus faible dans la foule divisé par le nombre de personnes dans la foule. C'est-à-dire que la foule, une foule, c'est prodigieusement idiot, quoi. Et même une foule de gens intelligents, hein, c'est pas très grave. Et donc, tout le travail, en fait, du management, je crois aussi, c'est d'arriver à utiliser l'intelligence collective sans basculer dans la stupidité de la foule. C'est-à-dire, c'est d'avoir un collectif qui fait des choses intelligentes. Et pour avoir un collectif qui fait des choses intelligentes, ça fait bien longtemps qu'on y réfléchit maintenant, on a mis en place un certain nombre de règles, de méthodes, d'approches. La hiérarchie, c'en est une, elle n'est pas toujours bonne, mais quelquefois ça marche. Les procédures, c'en est une, c'est pas toujours idéal, mais souvent ça fonctionne. Les budgets, c'est pas parfait, mais ça peut aider. Et donc, on a tout un ensemble de choses qui permettent d'avoir un collectif qui soit pas bêtement une foule, mais une intelligence collective. Et je crois que ça, c'est le métier fondamentalement. C'est une manière de voir ce que c'est que le management. C'est super. Et tu sais, ça me ramène du coup à la question du sens, quelque chose duquel on parle de plus en plus. On parle même d'un changement de paradigme, du rôle du travail, de l'entreprise, que voilà, pour qu'une entreprise puisse être vraiment attractive, il faut qu'il sache afficher sa raison d'être, qu'il donne un vrai sens à ses employés. Et quelque chose aussi qui m'a pas mal percuté aussi dans ce que tu dis dans ton ouvrage, c'est à propos du manager également, la vraie responsabilité d'un manager, c'est de donner du sens au travail des gens. Donc, je trouvais ça effectivement très important de le souligner. Je te laisse effectivement. Oui, j'ai le sentiment, moi, qu'il y a une perte de sens dans beaucoup d'entreprises, alors plutôt des grosses, il faut reconnaître. Dans certaines grandes entreprises, ce n'est pas le cœur qui intéresse nos adhérents APM, mais il y en a quelques-uns qui sont dans des grandes entreprises. Et dans des grandes entreprises, il y a des gens, ils ne savent plus très bien pourquoi ils sont là, en fait. Ils assistent à des réunions, ils ne savent pas trop qui est à côté et quel est le but. Ils sont dans des planifications budgétaires qui durent 6 mois, ce qui est complètement ahurissant quand on y réfléchit. Voilà, et cette perte de sens, elle fait que les gens, souvent, sont vraiment très, très perdus dans ce qu'ils font. Et ce n'est pas des payer plus qui va améliorer les choses. Les sous, ça ne remplace pas le sens, fondamentalement. Et donc, il y a certaines entreprises qui se sont dit, tiens, on va devenir des entreprises à mission. Comme ça, on va se donner une mission qui va être en apesanteur au-dessus de tout ça, puis ça va régler le problème. Moi, je pense que ça ne règle pas le problème. Parce que le problème de base, c'est de donner un sens au travail. Ce n'est pas de donner un sens politique à l'entreprise, comme elle va sauver le monde ou je ne sais trop quoi, mais c'est de rappeler aux gens, quand ils font leur travail, que leur travail, il est important, et que bien faire son travail, avoir une bonne autonomie, une bonne maîtrise, ça a un sens en soi. Et je crois que le manager, il est là aussi pour rappeler en permanence, et de manière vraiment sincère, il ne faut pas que ce soit fictif, que ce que font les gens, c'est vraiment bien, quoi. Et ça sert à quelque chose. La preuve en est d'ailleurs, c'est qu'il y a des clients qui sont prêts à payer pour. Et quand on oublie ça, ça peut parfois être finalement assez traumatisant. Je plains d'ailleurs tous ceux qui travaillent dans des fonctions où il n'y a pas de lien avec un client. Parce que si on n'a pas de lien avec un client, on peut arriver assez facilement à oublier en fait pourquoi on travaille, et on finit par croire qu'on travaille pour une espèce d'organisation désincarnée, alors qu'en fait, fondamentalement, dans une entreprise, au bout du bout, celui qui paye les salaires, c'est le client, quoi. Et donc, c'est pour lui qu'on travaille. Et redonner ce sens-là me paraît finalement beaucoup plus pragmatique, peut-être plus terre à terre, mais finalement plus opérationnel que des grosses missions politiques qui veulent changer le monde, qui ne sont pas forcément néfastes, mais ne sont peut-être pas absolument indispensables. Très intéressant. Et effectivement, pour compléter ce que tu dis, je complète avec autre chose que tu énonces, une fausse idée également à questionner à propos et qui est complètement lié avec ce que tu viens de dire. Et je pense que tu en as même parlé un petit peu brièvement. La question de la promesse des récompenses. Et comment ça peut être négatif, effectivement, cette promesse de récompense, et comment c'est beaucoup plus difficile de donner du sens que de rentrer dans cette vision un peu infantilisante des punitions-récompenses. Et même, tu sais, moi qui viens plus du milieu des sciences de l'information et de la communication, ça m'a fait penser à des auteurs comme Evgeny Morozov, qui questionne beaucoup le déterminisme technologique et tout ça. Et lui, il parle de la gamification. Tu dois connaître effectivement des problèmes. Et ça m'a fait penser effectivement à ces côtés la gamification, donner une récompense si on fait les choses bien aux citoyens, punir de l'autre côté, mais au sein de l'entreprise. Donc, voilà, je voulais connaître. Oui, alors, la gamification, c'est un exemple intéressant parce qu'effectivement, si, comme les chauffeurs Uber, par exemple, je ne sais pas si tu sais, mais qui gagnent des badges en fait, quand ils travaillent bien. Ils sont contents, après ils ont un bon point, une image, j'exagère, mais c'est un petit peu ça, quoi. Mais dans une entreprise, et je suis sûr dans beaucoup d'entreprises, des adhérents qui nous écoutent, il y a des gens qui sont payés à la prime, qui reçoivent des bonus, notamment
évidemment les commerciaux, hein, qui sont au pourcentage. Alors ça, c'est un truc qui est très, très intéressant parce que ça fait maintenant, sans mentir, ça fait pas loin de 50 ans que la recherche a démontré que ça ne fonctionne pas. Et qu'en fait, quand on donne des récompenses aux gens, en fait, on tue leur motivation. On enlève le sens à leur travail. Parce qu'on remplace le sens, justement, la motivation profonde qu'on a à faire son métier, par le calcul, l'appât du gain, le fait de vouloir obtenir une récompense. Et le fait de vouloir obtenir une récompense, quelquefois, souvent d'ailleurs, ça va tuer en fait le sens du travail en lui-même. Les gens ne s'intéresseront plus qu'à la récompense et plus au travail en lui-même. Et ça peut être extrêmement néfaste. Alors c'est intéressant parce que ça fait 50 ans qu'on l'a montré, mais ça n'arrive toujours pas à percuter dans les entreprises. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je présente ça dans des clubs, il y a toujours des gens qui disent « mais non, ce n'est pas possible, il faut absolument qu'on donne des bonus et des primes et des pourcentages aux commerciaux, sinon ils ne travailleront pas ». C'est complètement faux, hein. Il y a un certain nombre d'entreprises qui s'en sortent très bien en ayant des salaires fixes pour leurs commerciaux. Mais c'est vrai, c'est plus facile en fait de promettre des récompenses que de redonner un sens véritable à ce qu'on fait. Et moi, sincèrement, cet aspect-là, il m'intéresse vraiment beaucoup parce que c'est une des choses, je crois, qui est le plus difficile à faire accepter dans beaucoup d'entreprises. Alors, je crois que ça simplifierait et surtout, ça rendrait beaucoup plus saine la vie de beaucoup de gens. Moi, ce que je veux simplement dire à ceux qui nous écoutent et qui sont convaincus que non, allez, il faut donner des carottes et puis des bâtons, sinon les gens ne seront pas motivés, c'est que ne dites pas qu'ils sont motivés quand vous donnez des récompenses aux gens pour faire des choses. Dites simplement qu'ils sont calculateurs. Et ça, c'est vrai. Et vous avez parfaitement le droit de dire « moi, j'ai une équipe, ce sont des gens calculateurs. Parce que j'ai mis en place des récompenses et ils veulent avoir la récompense. Donc, ils sont calculateurs, ils obtiendront la récompense. » Mais ne dites pas qu'ils sont motivés. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'attention, quelqu'un de motivé, il fera son travail, même simplement parce qu'il a envie de le faire. Je rappelle d'ailleurs que les gens les plus motivés sur Terre, ce ne sont pas les patrons du CAC 40 ou les traders à la bourse, ce sont des bénévoles dans les associations. D'accord ? Alors, je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas payer les gens, hein, mais ce que je dis, c'est que le sens du travail a plus de puissance, en fait, que la récompense. Mais si vous donnez une récompense aux gens, vous avez des gens calculateurs. Et on peut très bien fonctionner avec des gens calculateurs, mais il faut comprendre qu'ils sont calculateurs. Ça veut dire que s'il y a un moyen d'obtenir la récompense sans avoir fait le boulot, ils le trouveront parce qu'ils ne sont pas idiots. Et puis que, bien évidemment, l'intérêt qu'ils auront pour le travail en lui-même ne sera que instrumental. Ce sera un instrument pour obtenir la récompense. Et donc, si on peut bricoler l'instrument, on trouvera un moyen de le faire. Alors, on peut gérer des gens comme ça, mais il ne faut pas dire qu'ils sont motivés, il faut dire qu'ils sont calculateurs. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. On est d'accord. Je suis très contente d'entendre ton discours au sein de l'entreprise parce que moi, je suis assez critique quand il s'agit de la société et la gamification. Ouais. Donc, effectivement, voir que des gens comme toi défendent cette vision est plutôt… Mais attention, là, quand même, je veux insister sur un point parce que, comme je l'ai dit, la science a démontré ça depuis 50 ans. Oui, je ne suis pas en train d'exprimer une opinion. Oui, hein, ça a été montré, ça. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne veut toujours pas l'écouter, on ne veut toujours pas l'entendre. C'est ça. Et là, j'ai pensé, parce que là, tu me fais aussi penser aux différences culturelles. J'ai vu que tu les abordes également. Il y avait aussi une idée reçue, plutôt qu'une idée, tu parlais aussi de l'intellect versus l'action au niveau de l'entreprise. Et tu fais même une comparaison avec les mondes anglo-saxons et les mondes français pour expliquer comment en France, il y a un excès d'intellectualisation qui paralyse souvent l'action, alors que le monde anglo-saxon, c'est plutôt, il est plus instinctif, on va dire. Donc, il est plus pragmatique, souvent. Voilà, il est plus pragmatique. Disons, moi ça, c'est ce qui m'a permis ma carrière, en fait, aux États-Unis et en France. Hein. C'est de bien voir, quand j'ai enseigné là-bas et quand j'enseigne ici, c'est quand même significativement différent. C'est-à-dire que, juste en tant que professeur, quand on pose une question à un groupe d'élèves américains, ils sont 50 dans la salle, il y a 45 mains qui se lèvent. Ils ont tous quelque chose à dire. Alors, ce n'est pas forcément toujours extrêmement profond, mais ils ont tous quelque chose à dire et ils veulent dire quelque chose. Quand on pose une question à un groupe de 50 élèves français, ils baissent tous la tête pour surtout pas être interrogés. Et après, on repose la question une deuxième fois, puis on finit par dire « Tiens, vous là, dites-moi quelque chose ». Alors bon, ils arrivent à exprimer quelque chose qui, généralement, d'ailleurs, sur le plan intellectuel, n'est pas idiot, mais ils ne sont certainement pas dans « j'y vais, je fonce ». Quoi. Et ça se retrouve, en fait, dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on peut faire une différence assez nette dans la manière dont la plupart, pas toutes, hein, des entreprises françaises sont gérées, et la plupart, pas toutes, des entreprises américaines sont gérées. Et c'est vrai que du côté français, le management a toujours… Il faut qu'il y ait une dimension intellectuelle, il faut qu'il y ait une dimension réflexive. On est des cartésiens, voilà, il faut que tout ça soit pensé. Et comme le disait le général de Gaulle, hein, l'intendance suivra.
Alors non, le problème, c'est que l'intendance, elle ne suit pas, hein. S'il n'y a pas l'intendance derrière, il ne se passe rien, hein. Tout est dans l'action. Et les États-Unis, ils ont tendance plutôt quelquefois à agir, quelquefois trop d'ailleurs, au passage, et être vraiment dans l'action. Puis au bout d'un moment, ils disent non, c'est pas ça, on va agir autrement. Et la réflexion arrive parfois un petit peu après, quand elle arrive, et ce n'est pas toujours le cas. Et ça donne des différences assez intéressantes, en fait, notamment sur des lancements de grands projets ou des choses comme ça, où chez nous, il faut absolument qu'on ait un plan, parce que si on n'a pas un plan, ça ne marchera pas. Eux, ils ont plutôt tendance à lancer des trucs, et puis on verra bien si ça fonctionne. Alors, c'est passionnant de voir les deux. Je ne dirais pas qu'il y en a un qui est préférable à l'autre, parce que c'est deux manières de voir les choses. Elles peuvent se compléter de manière assez harmonieuse, d'ailleurs. Très intéressant. J'ai trouvé effectivement l'approche voilà, très, très intéressante de voir les différences dans la manière d'agir entre ces deux cultures assez éloignées, la française et l'anglo-saxonne. J'ai Aurélie qui me dit que les temps filent, donc on va essayer de… Je pourrais continuer à discuter avec toi. Parce que moi, j'ai 100 idées, il n'y a pas de problème, on peut y rester là-dedans. Ça, écoute, on aura le temps pour ta prochaine expertise, peut-être que je pourrais assister pour voir comment ça se passe, parce que je trouve ça très intéressant. Et du coup, pour finaliser, avant de passer peut-être à ta librairie idéale, parce que ça nous intéresse, on est bien dans une librairie et les adhérents, ils aiment bien aussi savoir quels sont les ouvrages, les références des experts. Voilà, est-ce que tu aurais, avant, quelque chose à dire pour finaliser la présentation de ton livre Ma foi, non. Enfin, une nouvelle fois, je pense que c'est un livre qui est très cohérent avec le public de nos adhérents, très honnêtement, parce que une nouvelle fois, on peut piocher dedans de manière rapide. Et je crois que les questions qui sont abordées sont vraiment des questions qui intéressent des dirigeants, vraiment, au premier chef. Voilà, donc moi, une nouvelle fois, je suis très fier que pour la première fois de son histoire, la prestigieuse Harvard Business Review ait accepté de publier un ouvrage en français, et je suis très content que ce soit le mien. Ça a été quand même 1 an de négociation avec Boston, mais on y est arrivé. Il est en prévision d'ailleurs d'en faire une version anglaise, ce qui est encore mieux. Donc comme ça, il aura une audience supérieure. Et je peux que conseiller à nos adhérents de jeter un petit coup d'œil. On le trouve partout, notamment, vu que c'est la Harvard Business Review, on le trouve aussi dans les aéroports, les gares, etc. Et pas seulement dans les librairies, qu'elles soient physiques ou en ligne. Donc, ils peuvent jeter un petit coup d'œil avant de savoir si ça les intéresse ou pas. C'est super. Et comme on a dit tout à l'heure, ça aide à être moins dans l'intellect et plus dans l'action, vu que c'est écrit de manière assez facile. C'est un manuel, justement, qui est prêt à le mettre en action, en application. Donc, ça, c'est super. Donc, comme je te disais, pour finaliser, est-ce que tu aurais quelques ouvrages à nous conseiller pour aller un peu plus loin dans la question, des ouvrages qui t'ont beaucoup inspiré pour l'écriture de cet ouvrage en particulier? Moi, ce serait plutôt des auteurs, en fait, que des ouvrages spécifiquement. Et malheureusement, je suis professeur, donc je vais donner des références qui sont un petit peu académiques. Hein. Mais il y a des auteurs que j'aime vraiment beaucoup. Hein. Des gens comme James March, qui était un professeur à Stanford et qui a écrit tout un ensemble de choses au cours du XXe siècle qui sont vraiment très intéressantes à regarder. Il faisait un lien, toujours James March, notamment avec la littérature. Hein. Pour lui, la figure du dirigeant, c'était plutôt Don Quichotte qu'autre chose, ce qui est quand même assez intéressant, parce que ce n'est pas le premier auquel on pense. Et c'est très intéressant à voir. J'aime beaucoup aussi ce que fait Henry Mintzberg, qui est un professeur canadien, qui lui est encore vivant, hein, et qui a écrit une partie de sa carrière sur tout ce qui est organisation, une autre partie sur tout ce qui est stratégie, et qui est quelqu'un de tout à fait passionnant également. Dans les ouvrages que moi j'ai trouvé vraiment passionnants ces derniers temps, il y a évidemment les ouvrages d'Harari aussi, hein, Sapiens notamment. Je pense que la plupart de nos adhérents l'ont lu maintenant, mais pour les quelques celles ou quelques ceux qui ne l'auraient pas encore lu, il faut lire Sapiens. C'est un excellent bouquin. Voilà. Super. Écoute, merci beaucoup pour ces références qu'on va s'apprêter à regarder en détail. Ça a l'air très, très intéressant. Effectivement, je conseille de lire Sapiens également. Donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas cet ouvrage, 100 idées impertinentes pour mieux manager. Voilà, les livres publiés par la Harvard Business Review par Frédéric Frey. Merci beaucoup, Frédéric Frey, pour C'est moi, merci. d'être ici et de m'accompagner dans cette première librairie. Donc, c'était très bien. C'était très bien. Merci, puis à une prochaine fois. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir.